Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très ravi de participer à cette très belle session et je remercie le comité d'organisation de m'y avoir invité. Donc moi, je vais vous parler de la prévention du risque de mort subite, essentiellement dans la cardiomyopathie dilatée non ischémique et la cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit, en me focalisant sur la prévention primaire. Alors, pour la cardiomyopathie dilatée non ischémique, le critère qui est actuellement utilisé pour stratifier le risque de mort subite est essentiellement une fraction d'éjection ventriculaire gauche à moins de 35%. Mais ce critère est loin d'être parfait en raison de deux éléments particuliers. En effet, on peut sous-traiter certains patients qui ont une fraction d'éjection à plus de 35%, et pour lesquels on ne met pas de défibrillateur en suivant les recommandations, mais qui peuvent faire une mort subite. D'un autre côté, on peut surtraiter d'autres patients qui ont une fraction d'éjection à moins de 35%, à qui on met un défibrillateur, parce qu'on suit les recommandations, mais qui ne feront jamais d'événement rythmique. Alors, d'autre part, la fraction d'éjection ventriculaire gauche en moins de 35%, il a été démontré dans de nombreuses études et registres que cette fraction d'éjection basse est associée à un surcroît de mortalité totale, un surcroît de mortalité cardiovasculaire, mais paradoxalement, pas un surcroît de mortalité subite. Et enfin, lorsque l'on regarde les études ayant évalué l'efficacité du défibrillateur implantable chez les patients avec cardiomyopathie dilatée, avec fraction d'éjection à moins de 35%, on voit que l'ensemble de ces études, y compris la dernière, l'étude d'Anish, n'ont pas pu démontrer un bénéfice en termes de réduction de mortalité totale en faveur du défibrillateur. Et c'est que lorsqu'on méta-analyse l'ensemble de ces essais, qu'on arrive à démontrer un bénéfice du défibrillateur sur la mortalité totale avec une réduction du risque relatif de 23%, qui est bien inférieur à celui observé dans la cardiopathie ischémique. Donc c'est ce qui explique que la classe ou l'indication d'implanter un défibrillateur est passée d'une indication de classe 1 dans les anciennes recommandations à une indication de classe 2A. Donc d'autres paramètres autres que la fraction d'éjection ventriculaire gauche sont donc nécessaires pour mieux affiner cette stratification du risque. Et les deux qui sont le plus en vogue sont le génotypage ou les tests génétiques, puisque dans les cardiomyopathies dilatées non ischémiques, des variants pathogènes sont retrouvés jusqu'à 40-50% des patients. Et le deuxième élément, c'est la présence d'un rehaussement tardif à l'IRM. Alors, concernant les tests génétiques, de nombreuses études ont montré que la présence de variants pathogènes était associée à un surcroît d'événements rythmiques ou d'arythmie ventriculaire, mais que versus ceux qui ne sont pas positifs au plan du test génétique, mais que ce pronostic n'est pas identique pour tous les variants génétiques, et que certains variants ont été identifiés comme étant hautement arythmogènes, indépendamment de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Et pour certains d'entre eux, comme le gène d'élamine ou le gène qui code pour le phospholamban, des scores de prédiction du risque multiparamétrique ont été identifiés, pour certains déjà inclus dans les recommandations. Qu'en est-il du rehaussement tardif? Ici, je vous montre une méta-analyse de près de 3000 patients, 30 études observationnelles qui montrent que dans la cardiomyopathie dilatée, la présence d'un rehaussement tardif multiplie par un facteur 4 le risque de survenue d'arythmie ventriculaire maligne ou de mort subite cardiaque. Et ce surcroît d'événements rythmiques est observé quelle que soit la fraction d'éjection ventriculaire gauche, et mieux encore, la présence d'un rehaussement tardif prédit mieux le risque d'événement rythmique que la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Ceci est valable quelle que soit la classe NIA, NIA 1 versus 2 ou 3, et la quantité de SCAR ou de rehaussement tardif est proportionnelle au taux de survenue d'événements rythmiques dans ces études observationnelles. Et quand on poule les deux, c'est-à-dire le test génétique
et la présence d'un rehaussement tardif, on discrimine encore mieux les patients, on prédit mieux le risque de survenue d'une mort subite, en particulier chez ces patients qui ont une fraction d'éjection ventriculaire gauche à plus de 35%. Donc il est actuellement bien admis et démontré que ce rehaussement tardif est un puissant outil pour améliorer la prédiction du risque de mort subite. Néanmoins, à mon sens, deux questions majeures demeurent en suspens et que peut-être les futurs essais cliniques y répondront. La première question est la suivante. La présence d'un rehaussement tardif doit-elle nous inciter à implanter un défibrillateur, quelle que soit la fraction d'éjection ventriculaire gauche? La deuxième, chez les patients qui ont une FEVG à moins de 35%, mais qui n'ont pas de rehaussement tardif, faut-il leur mettre ou non un défibrillateur implantable? Et vous voyez que dans les recommandations, on nous dit que première étape, si l'AFE est à moins de 35%, on implante un défibrillateur et c'est une classe 2A après l'étude d'Anish. Si l'AFE est à plus de 35%, il faut regarder s'il y a des variants génétiques pathogènes, très arythmogènes, et vous voyez que les plus importants sont listés ici. Donc, s'ils sont présents, c'est en faveur classe 2A ou 2B selon le contexte pour implanter un défibrillateur. Et si le génotype est négatif, on aura recours à la présence ou non de syncope d'allure rythmique ou d'un rehaussement tardif à l'IRM pour décider d'implanter ou non un défibrillateur. On arrive à la cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit. On sait que cette pathologie est héréditaire, liée essentiellement à la présence de mutations dans les gènes qui codent pour les protéines du desmosome, mais pas que. Ces variants pathogènes sont retrouvés dans 60% des cas. C'est une cause fréquente de mort subite, en particulier chez l'athlète jeune. Alors, qu'en est-il des facteurs de risque de mort subite dans cette pathologie? Vous voyez ici de très nombreuses études ont essayé de retrouver quels sont ces facteurs de risque, mais il faut admettre que c'est essentiellement des études observationnelles et des études de cohorte de petit effectif. Donc, les données ne sont pas robustes. Alors, quels sont les facteurs de risque qui ressortent le plus souvent? C'est le jeune âge et le sexe masculin, la présence d'une syncope ou de TVNS, la dysfonction VD ou VG, la stimulation ventriculaire programmée positive, certains génotypes arythmogènes, les doubles mutations et le sport de compétition. Alors, trois éléments méritent à mon sens d'être soulignés. Premièrement, les patients qui sont asymptomatiques sont à très faible risque de développer une mort subite. Deuxièmement, l'exercice physique, notamment intensif, est associé à trois types d'éléments. Un, il favorise l'expression du phénotype de DVDA. Deux, il favorise la progression de la maladie. Et troisièmement, il favorise la survenue d'arythmies ventriculaires. Et ce qui est toujours discuté, c'est la place de la stimulation ventriculaire programmée. Elle pourrait apporter une plus-value dans la prédiction du risque, en particulier chez les patients qui présentent des symptômes évocateurs de troubles rythmiques. Et enfin, la nouveauté, c'est ce score de risque multiparamétrique qui permet de prédire le risque de survenue de mort subite à 5 ans, qui se base sur des éléments simples, faciles à recueillir, le sexe, l'âge, la présence d'une syncope récente, les TV non soutenus, le nombre de dérivations précordiales ou lentées négatives, et enfin la fraction d'éjection VD. Ce score a été validé dans des cohortes externes, donc validation externe, et il a été montré que ce score prédisait mieux le risque que les anciens algorithmes que l'on retrouve dans les différents papiers de consensus. Mais ce score fonctionnerait fonctionnerait beaucoup plus chez les patients une fois qu'ils ont un génotype, une fois encore qui sont positifs au plan du test génétique, et ça versus ceux qui sont négatifs au plan génétique. Il fonctionnerait mieux pour certains variants que pour d'autres, en particulier par exemple pour la placophilin 2, et ce qui laisse suggérer que dans les futurs modèles, on devrait plutôt inclure ce génotype dans ces scores de risque. Et enfin, pour mieux encore affiner ce score de risque multiparamétrique dans la cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit, dans cette étude, on voit que le fait d'y associer la stimulation ventriculaire programmée permet d'affiner encore mieux le risque, en particulier chez ceux qui ont un score de risque à moins de 25%, donc considérés à faible risque ou à risque intermédiaire. Et le fait d'avoir donc un risque à moins de 25%, un score à moins de 25%, et une stimulation ventriculaire programmée négative,
permet, entre guillemets, de ne pas implanter ou de décider de ne pas implanter de défibrillateur chez ces patients. Alors, que disent les recommandations? En prévention primaire, dans la cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit, on implantera un défibrillateur en présence de syncope d'allure rythmique, en présence d'une dysfonction VD ou VG sévère et en présence d'une dysfonction VD ou VG modérée chez des patients symptomatiques qui ont soit des TV non soutenus ou qui sont inductibles à la stimulation ventriculaire programmée. Enfin, il faut éviter l'exercice sportif intensif chez tous les patients qui ont développé un phénotype de cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit, et les bêta-bloquants sont essentiels chez les patients qui développent déjà des symptômes. Et vous voyez que déjà dans les recommandations 2023, ce score de prédiction du risque de mort subite y est présent. Pour conclure, je vous dirais que la présence d'un rehaussement tardif et le génotypage sont devenus deux éléments essentiels dans la stratification du risque de mort subite. Il faut favoriser autant que faire se peut l'usage de ces scores ou des risques multiparamétriques afin d'individualiser la stratification du risque. Et pourquoi pas, lorsqu'ils sont disponibles, d'utiliser ces scores de risque adaptés aux différents gènes. L'évaluation, comme dans la CMH, du risque de mort subite ne doit pas être figée, mais doit être dynamique et répétée dans le temps. Et enfin, quand on décide d'implanter un défibrillateur, ça doit être toujours une décision partagée entre le médecin et le patient, en tenant compte des données de la littérature et des essais, mais aussi des préférences du patient, des risques compétitifs, du risque de complications, etc. Et je vous remercie de votre attention.